le téléphone ne marche pas. Comme à chaque tempête de neige, les fils sont coupés. La dernière fois, nous n'avions pas d'électricité non plus. Il a fallu s'éclairer à la chandelle. Mais qu'allons-nous faire? Faudrait au moins prévenir son médecin. Et comment? L'un de nous pourrait descendre au village. Par ce temps, tu ne pourrais même pas traverser le parc. Non, Gérald, crois-moi, il faut attendre que le temps se lève. Et si la tempête dure 3 jours? Quand je pense que nous étions tous là et qu'aucun d'entre nous n'a rien entendu. Où est ta femme, Gérald? Et elle prépare du café. Eh bien, vous pouvez le laisser faire aux domestiques. Ils ne sont pas encore réveillés. Il n'y a qu'à les appeler. Carole a pensé qu'il serait préférable de ne pas... Non, puisque nous avons du temps devant nous, je vais commencer à préparer la liste. Quelle liste? Celle des faire-part. Ça peut attendre. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, on oublie toujours quelqu'un. C'est comme ça qu'on se fait des ennemis. Tu crois qu'il a souffert? Non, certainement pas. Tu l'as vu comme moi. Il a l'air calme, apaisé. Il aura au moins connu une grande joie avant de mourir. Nous étions tous là. Ses 3 fils. Je me demande s'il n'a pas eu une sorte de prémonition. Pourquoi avait-il tant insisté pour que nous venions tous les 3 passer le week-end à Brackley Manor? Cela ne s'était pas produit depuis si longtemps. 3 ans. Depuis 3 ans, exactement. Voilà le café. Je pense que nous en avons tous besoin. John, du lait? Non, merci, Carole. Henri? Je ne bois jamais de café. S'il y avait un peu de thé... J'ai laissé de l'eau dans la bouilloire, vous pouvez l'utiliser. Je crois que je prendrai quand même un peu de café. Sans lait, je vous prie. Et avec beaucoup de sucre. Voilà. Merci. Tiens, Gérald. Merci. Vous avez prévenu quelqu'un? Mais non, le téléphone ne marche pas. De toute façon, il y a une presse maintenant. Selon vous, Carole, à quelle heure est-il... Enfin, à quelle heure cela s'est-il passé? Je devrais le savoir? Vous êtes médecin, ma chère. Pas médecin légiste. Disons vers 3 heures, à peu près. Il était 7 heures quand John nous a réveillés. Comment se fait-il que tu te sois levé si tôt? J'avais envie de tirer quelques lièvres, je ne savais pas qu'il neigeait. En passant dans le couloir, j'ai vu de la lumière sous la porte. Je suis entré pour lui dire bonjour. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris. Est-ce qu'il a souffert, Carole? Certainement. Les crises d'angine de poitrine sont très douloureuses et la sensation d'étouffement est atroce. C'est étrange qu'il soit mort justement cette nuit alors qu'il vous avait convoqués tous les 3 pour vous parler de sa succession. Un pressentiment, sans doute. Les malades ont rarement le pressentiment de leur propre mort. Et quand ils l'ont, ils évitent soigneusement d'y croire. Il est normal que père ait invité ses fils à passer le week-end chez lui. Vous, oui, Henri. Vous vous voyez tous les jours. John aussi, il vient souvent. Mais nous... Depuis 3 ans, il refusait de nous voir. Peut-être est-ce vous, ma chère, qu'il ne voulait plus voir? Pas votre mari? C'est la même chose, je pense. Pas exactement. Que voulez-vous dire, Henri? Votre mari est venu plusieurs fois pendant ces 3 ans. Il ne vous l'a pas dit. Gérald. C'est vrai? Si l'on veut. Est-ce vrai, oui ou non? Car il m'a fait venir à 1 ou 2 reprises. Pour des questions professionnelles uniquement. Et tu ne m'en as rien dit? Je pensais que ce serait désagréable. J'aurais été ravie de te savoir réconcilier avec lui. J'aimais bien ton père. Tout le monde aimait père. C'était un homme si bon. Il l'a bien prouvé hier soir en nous distribuant une partie de sa fortune, alors que nous ne lui demandions rien. Je me demande pourquoi il a fait ça. Mais il savait que ses jours étaient comptés. Et il a pensé que nous échapperions ainsi aux droits de succession. Et Dieu sait s'ils sont lourds. Avec ce gouvernement que nous avons... Oui, au fait, si pénible que cela puisse être dans les circonstances présentes, j'aimerais que nous en parlions. Oui? Pour tout vous dire, j'ai été un peu déçu. Ah. J'ai fait le compte cette nuit, le total de nos 3 parts représente 50, 60 000 livres, c'est tout. C'est déjà pas si mal. J'ai toujours cru que père était un des hommes les plus riches d'Écosse. Il l'était. Mais sa fortune ne se composait pas de titres, ni d'argent liquide.
Le domaine représente une valeur considérable. Je suis bien placé pour en parler puisqu'il m'en avait confié la gestion. Le manoir, à lui tout seul, vaut au bas mot 300 000 livres. Et puis, il y a tout le reste. Brackley Hills représente plus de 2000 hectares de terre, sans compter les bois, les étangs et la carrière. La pêcherie de thon nous appartient, de même que la conserverie. Le village lui-même a été construit sur les terres du domaine. S'il fallait chiffrer l'ensemble, on dépasserait certainement le million de livres. Bien. Et c'est tout cela que Père voulait abandonner à des œuvres charitables? Il n'est pas question d'œuvres charitables. Mon père avait l'intention de donner son nom à une fondation destinée à aider les invalides de guerre et de lui léguer Brackley Hills par testament. Fondation Edmond Réginald Brackley pour des invalides de guerre. Et à nous, ses fils, il ne lègue que 50 000 livres pour nous trois. Oui, c'est une idée très belle, très généreuse, bien dans sa manière, mais qui nous place dans une situation plutôt désagréable. Ah, tais-toi, Gérard. Mais Carole! Enfin, ton père est mort cette nuit. Il est encore là-haut dans sa chambre. Et toi, son fils, tu ne penses qu'à ton intérêt. Allons, Tu n'as pas une pensée pour lui. Calme-toi, voyons, Carole. Contrairement à ce que vous semblez croire, votre mari est aussi profondément bouleversé que nous. N'en doute pas. Mais vous auriez tort. Mais dites-moi, John, allez-vous porter un brassard de deuil sur votre tenue de polo? Je m'abstiendrai de jouer pendant quelque temps. Est-ce possible? L'équipe d'Écosse pourrait donc se passer de son capitaine? Nous n'avons aucun tournoi important à disputer avant le printemps prochain. Ah, c'est cela. Je t'en prie, John. Le moment est mal choisi pour parler de polo. C'est mon métier. Je ne le sais que trop. Ça te gêne? Je le déplore. Pensez que mon jeune frère n'est qu'un joueur de polo. Capitaine de l'équipe d'Écosse, champion d'Angleterre depuis 3 ans, titulaire de la Golden Cup 2 fois de suite. Non, écoutez... La famille pourrait être plus mal représentée. Vous croyez le moment bien choisi pour vous disputer? Il vaudrait mieux essayer d'y voir clair dans nos affaires. Car ce sont nos affaires, après tout. Si Père n'avait pas fait ce lait insensé, Brackley Hills nous appartiendrait à tous trois. La fondation Brackley était un projet auquel il tenait beaucoup. Un projet, ce n'était qu'un projet. Oui. Oui, mais très avancé. Il devait signer les actes la semaine prochaine. Il a jugé plus convenable de vous en parler avant. Et autrement dit, rien n'est fait encore. Ah, l'acte de transfert n'est pas encore signé. Ça change tout. Écoutez, il faut regarder les choses en face. Le projet de Père est très généreux, je n'en disconviens pas, mais il lèse gravement nos intérêts. S'il se réalise, c'est la fin de Brackley Hills. Avons-nous le droit de laisser faire ça? Personnellement, je ne le pense pas. Oui. Le domaine appartient à la famille depuis toujours, nous en sommes moralement responsables. Que proposes-tu alors? Peut-être pourrions-nous réduire l'importance de ce don. Oh, Gérald, tu oublies que ce sont les dernières volontés de Père. Mais non, je ne l'oublie pas. Je ne propose pas de le supprimer, mais de le ramener à des proportions plus raisonnables. Donnons-leur le manoir, par exemple. Ce ne serait pas si mal. Les invalides de guerre n'auraient pas lieu de se plaindre. Mais on pourrait aussi leur céder le parc. Enfin, une partie, tout au moins. On va pour le parc. Hein? Qu'en penses-tu, Henri? Après tout, c'est toi l'aîné. Tu es en quelque sorte le chef de famille. À présent, c'est à toi de décider. Je crois que ta suggestion est intéressante. Ainsi, Brackley Hills demeurera ce qu'il a toujours été. Et tu pourras de nouveau t'en occuper. Oui, c'est bien mon intention. Avec Kader. Qui est Kader? Ou une sorte d'intendant que Père a engagé l'année dernière pour me seconder. Pour te seconder, hein, j'avais cru comprendre autre chose. Quoi donc? Non, je croyais que Père avait déchargé Henri de la gestion du domaine et l'avait confié à Kader. On t'a mal renseigné. C'est à moi que Père a toujours confié la responsabilité de Brackley Hills. Kader était là pour m'aider, après c'est tout. Je ne suis d'ailleurs pas sûr de le garder. Oh, c'est un excellent élément. Je lui ferai un bon certificat. Il n'aura pas de mal à retrouver une place. Excuse-moi de parler de cela, Henri, mais... ta femme, Eh bien, ne va-t-elle pas demander... Enfin, pour l'héritage. Vous n'êtes pas divorcé, n'est-ce pas? je n'ai jamais eu de temps à perdre avec les formalités. J'aurais d'ailleurs été bien en peine de lui faire signifier un quelconque jugement. Depuis 6 ans que nous sommes séparés, Doris ne m'a jamais donné de ses nouvelles. Je ne sais même pas où elle demeure. À Londres. Comment le savez-vous? Je l'ai rencontré. Il y a quelques mois, nous avons sympathisé. Naturellement. Vous avez entendu? Ce sont probablement les domestiques. C'est l'heure à laquelle ils descendent habituellement. Il faudrait que quelqu'un les prévienne. Non, j'y vais. Gérald. Oui. Gérald, j'aimerais que tu interviennes auprès de ta femme pour qu'elle fasse preuve d'un peu plus de tenue. Hein?
Ses propos m'ont été très désagréables. Oui, je m'en doute, mais on ne peut pas lui en vouloir, elle est ainsi faite. Que veux-tu, ça n'est pas sa faute, elle est américaine. Oui, mais sa nationalité n'excuse pas tout. J'ai rarement vu quelqu'un manquer de tact à ce point. Je t'en prie, Henri. Carole est ma femme. Malheureusement. Non, excuse-moi, Gérald. Nous sommes tous un peu énervés. Je n'ai pas eu l'occasion de te dire combien j'ai été content de te revoir, Gérald. Il y a si longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de bavarder un peu. Comment vont tes affaires? Pas mal. J'ai connu des moments difficiles quand nous sommes venus nous installer à Inverness, mais il semble que les grandes firmes écossaises commencent enfin à comprendre l'utilité de faire appel à un organisateur conseil. Et je viens de décrocher un gros contrat avec Collins. Le distillateur? Il a décidé de moderniser son affaire. Je vais avoir fort à faire. Il a conservé ses structures du siècle dernier. Père était un de ses principaux actionnaires, autrefois. Autrefois, oui. Mais il a vendu tous ses titres Collins voici quelques années. Ce qui ne l'a pas empêché de rester très ami avec Collins. Et il lui a sans doute parlé de toi et lui a conseillé de... Voilà. La pauvre mère était effondrée. Elle m'a demandé la permission de monter se recueillir un instant près de lui. Vous la lui avez accordée, j'espère. Non, naturellement. Je sais combien elle était attachée à votre père. Tout le monde lui était très attaché. Père était un homme si généreux, si compréhensif. Ça n'est pas avec qui. Tu as eu à te plaindre de sa générosité, que je sache. Exact. Mais il avait quelquefois des sautes d'humeur incompréhensibles. Pourquoi, depuis 3 ans, refusait-il de nous recevoir ici, Carole et moi? Il n'a jamais voulu me le dire. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Nous ne nous étions pas disputés. C'était peut-être pas à toi qu'il en voulait. À qui alors? Pas à Carole quand même. Tu le sais, toi, ce qui s'est passé? Pourquoi m'en aurait-il parlé? Je ne sais pas, vous viviez ensemble, il aurait pu t'en dire un mot. Et toi, John? Tu le sais? Non. Alors aucun de vous ne peut m'expliquer pourquoi il nous avait fermé sa porte. Demande à ta femme. Elle le sait peut-être. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il neige de plus en plus fort. Je me demande quand nous pourrons sortir d'ici. Si au moins on pouvait prévenir le docteur Sulky. Pourquoi faire? Sulky était autant un ami qu'un médecin pour Père. Oh, il ne sera pas surpris. Il m'avait laissé prévoir à plusieurs reprises. Il s'y attendait. Nous nous y attendions tous. Une angine de poitrine à son âge. Je ne pensais pas que ce serait si brutal. Faut dire que nous étions si près de lui et que nous n'avons rien entendu. Moi, j'ai entendu. Vous? C'est vrai? Carole, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Ah, j'ai essayé. Tu t'es retourné dans ton lit en grognant et tu t'es rendormi. Je n'en ai aucun souvenir. Moi, en tout cas, je n'ai rien entendu. J'avais pris un somnifère, je dormais comme une souche. Moi, je le sais, je vous entendais ronfler de ma chambre à l'autre bout du couloir. Je ne ronfle jamais. Avec ça. Quoi? Parce que tes enfants, déjà, tu m'empêchais de dormir. Ouais, Sulky prétendait que c'était tes végétations. Mais mère a toujours refusé de te laisser opérer. Mais ce docteur Sulky, quel traitement avait-il donné à votre père? Je sais pas exactement. En cas de crise, il devait prendre quelques gouttes d'un médicament. Oui, je suis au courant. Et il en avait toujours un flacon à portée de sa main? Naturellement. Pourtant, je ne l'ai pas vu tout à l'heure dans sa chambre. Mais il le rangeait toujours dans l'armoire à pharmacie de sa salle de bain. Oh, c'est bien imprudent. Ces sortes de crises surviennent brusquement. Il aurait mieux fait de conserver le flacon près de son lit. Père était très négligent pour certaines choses. Quand on souffre d'angine de poitrine, on est rarement négligent à ce point. Mais enfin, ma chère, où voulez-vous en venir avec ces questions? Je ne sais pas. Je trouve tout cela très curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Voilà un homme âgé, cardiaque, qui était à la merci de la première crise nocturne et qui le savait. On lui donne un médicament dont il ne doit pas se séparer. Pourtant, il le range loin de son lit, à un endroit où il ne pourra pas aller le chercher s'il en a besoin. Vous ne trouvez pas cela bizarre, vous? Je devine ce que vous pensez, Carole. C'est la preuve que vous le connaissiez bien mal. Un tel soupçon est indigne de lui. Jamais Père n'aurait songé à mettre fin à ses jours. Ce n'est pas un suicide que je pense. Et à quoi alors? Qui est le coroner ici? Le docteur Brentwood. Il demeure au village. Ce n'est pas lui qui soignait votre père, n'est-ce pas? Non? Eh bien, moi, si j'étais à la place de ce docteur Brentwood, ne connaissant ni le malade, ni l'évolution de son affection, je m'étonnerais des circonstances de son décès. Quoi? Je n'accorderais pas le permis d'inhumer.
Et je demanderai une enquête complémentaire. Carole, tu es folle! Cette fois, ma chère, vous dépassez les bornes. Je raisonne au médecin, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de proférer de telles accusations. Attendez un peu. Non, moi je trouve que Carole a raison. Mais naturellement, empresse-toi de voler à son secours. Oh, c'est normal après tout. En quoi est-ce normal? Non mais ne dis pas de stupidité, veux-tu, Henri? Oui. Et tout cela est ridicule. Et du plus mauvais coup. Personne n'a pu commettre une chose pareille. Si vous croyez pouvoir en convaincre le coroner, tant mieux pour tout le monde. Enfin, Carole, tu ne penses tout de même pas que quelqu'un aurait... Enfin, qui? L'un des domestiques? Certainement pas. Eh bien, alors... Il n'y avait personne d'autre dans la maison cette nuit. Donc personne n'a pu faire ce... Enfin, ce que vous dites. J'aimerais savoir ce qui vous fait rire, ma chère. Ah, vous. Moi? Et vous trois. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Je suppose que c'est cela, le fameux self-control britannique. En Amérique, nous sommes moins compliqués. Nous avons l'habitude de poser franchement les problèmes. C'est la meilleure façon de les résoudre. Ah, parce que selon vous, il y a un problème. Puis-je savoir lequel? L'héritage. Je ne vois pas en quoi l'héritage constitue un problème. Vraiment. Et cette fondation que votre père avait l'intention de créer? Quel rapport avec sa mort? À première vue, aucun. Mais des esprits chagrins pourraient néanmoins s'aviser que ce don risquait de vous priver de la plus grande partie de sa fortune. Offrir Brackley Hills à une organisation de secours aux invalides de guerre pour y créer la fondation Edmond Reginald Brackley revenait en quelque sorte à vous déshériter. De là à conclure que vous souhaitiez voir disparaître votre père avant qu'il ne signe l'acte de transfert. Non, mais vous rendez-vous compte de ce que vous dites, Carole? Tu nous accuses? Je n'accuse personne. Je dis seulement que si le coroner décide de l'ouverture d'une enquête... Je vous répète que c'est ridicule. Je connais le docteur Brentwood. Il ne nous fera pas un tel affront. Vous êtes décourageant, mon cher Henri. Il est bien difficile de parler sérieusement avec vous. Laissez votre susceptibilité de côté pour un moment et essayez d'imaginer les réactions du coroner quand il entendra parler des intentions de votre père. Il n'en entendra pas parler. Je crains que si, Gérald. Sur ce point précis, ta femme a raison. Enfin, je croyais que rien n'était signé encore. C'est exact. Mais le notaire a préparé les actes. Père l'avait convoqué au début de la semaine. Moi, je ne suis pas très au fait des méthodes employées par Scotland Yard, mais je présume que ces gens-là travaillent comme toutes les polices du monde. Ils commenceront par chercher à qui profite la mort de votre père. Oui. À ceux qui lui ont mis en tête cette idée saugrenue de fondation pour invalides de guerre. Il n'était pas là cette nuit. Qui d'autre pouvait souhaiter sa mort? Pas moi, en tout cas. Et moi non plus. Mes revenus me permettent de vivre confortablement. Tes revenus. Ah oui, tu veux parler de la pension qu'il te versait? Tu plaisantes. 100 livres par mois, une misère. Alors, Dieu merci, j'ai d'autres revenus, je gagne bien ma vie. En jouant au polo? Tu serais étonné d'apprendre combien gagne un capitaine d'équipe nationale. Sans compter les coupes, les médailles et les prix dont je reçois la moitié. Oui. Et comme en plus, j'entraîne les équipes de Galles et d'Irlande... Quel âge as-tu, John? Tu le sais, 38 ans. Pourquoi? Jusqu'à quel âge peut-on jouer au polo? Il n'y a pas de limite. Oui, enfin, tu n'es quand même plus très jeune. Hein? Un de ces jours, tu devras céder ta place. Ce n'est pas pour demain. Et quand ce jour arrivera, j'ai d'autres cordes à mon arc, le golf par exemple. La plupart des grands internationaux ont plus de 40 ans. Tu pourrais gagner ta vie en jouant au golf? Certainement. Tu sais combien de milliers de dollars Palmer ramasse chaque année? Quel est ton handicap? 4. Pas mal, non? Pas mal, oui. Mais insuffisant pour accéder à la classe internationale. Mais d'où tu conclus que j'ai tué père? Au moment précis où il venait de nous annoncer son intention de nous distribuer une partie de sa fortune. Non, c'est absurde. Non, une partie seulement. Il voulait nous donner les titres et les espèces. 18 000 livres pour chacun de nous. Cela représente à peine la rente qu'il te versait depuis des années et dont tu viens de dire qu'elle était une misère. Hein? Ah ça, mais on dirait que je suis sur la sellette. Mais vous deux, la mort de notre père ne vous rapporte rien? À toi, Gérald, par exemple. Strictement rien. La mort de père me bouleverse, un point c'est tout. Je n'ai pas besoin de sa fortune. Je ne peux pas dire que je sois riche, non? Enfin, je ne peux pas me plaindre non plus. Mais grâce à ton cabinet d'ingénieur conseil. Exactement. Mais c'est curieux, j'avais entendu dire au contraire que tu cherchais désespérément des clients. C'est faux. Pourquoi leur mentir, Gérard? Carole! Ils finiront par apprendre la vérité. Tu peux leur faire confiance. Ils se renseigneront, si ce n'est déjà fait. Vous avez raison, John. Notre situation n'est pas aussi brillante que le prétend votre frère.
Quand nous étions à Londres, Gérald avait un associé. Leur cabinet marchait bien. Et puis votre père a insisté pour que nous nous installions à Inverness. Personnellement, j'étais contre ce projet, mais Gérald était heureux de se rapprocher de Brackley Hills. Et nous sommes venus en Écosse. Malheureusement, la réussite professionnelle ne nous a pas suivis. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai des clients importants. Et peu nombreux. 2 ou 3, c'est tout. Des amis de ton père. Si l'un d'eux te lâche, c'est la catastrophe. Et toi? Tu en as tant que ça, des clients? Non. Depuis que nous sommes à Inverness, mon salon d'attente est vide. À croire que les enfants écossais ne sont jamais malades. Vous êtes étrangère, ma chère. Ce sont des choses qui comptent ici. À Londres aussi, j'étais étrangère. Pourtant, mon carnet de rendez-vous était plein 15 jours à l'avance. Londres est une très grande ville. Et les maladies sont probablement moins sensibles aux origines de leurs médecins. Vous avez bien dit aux origines. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Je comprends maintenant. Vous avez raison, Harry. Quand on s'appelle Carol Greenfeld, on est toujours une étrangère, partout. Seulement, en général, les malades n'y font pas attention, à moins que quelqu'un ne leur fasse remarquer. Merci d'avoir été aussi franc, Henry. Depuis que nous sommes à Inverness, j'ai souvent eu l'impression d'être en butte à l'hostilité générale, comme si quelqu'un orchestrait une campagne de calomnie contre moi. Maintenant, je suis fixée. Vous vous méprenez, ma chère. Si cette prétendue campagne de calomnie existe, ce dont je doute fort, et si quelqu'un en est à l'origine, ce n'est pas moi. Je pense qu'il vous faut chercher ailleurs la raison pour laquelle les malades se détournent de votre cabinet. Les gens d'Inverness sont encore très attachés à certains vieux principes que vous considérez probablement comme des préjugés d'un autre âge. C'est pas ton avis, John? Hein? Ah non, non, tu vas pas recommencer à me chercher de mauvaises querelles. D'ailleurs, pour tout te dire, cette conversation commence à m'ennuyer prodigieusement. Où vas-tu? Je monte m'habiller. Je peux, oui. Lâche. À qui faites-vous allusion, ma chère? Eh bien, moi, je suis de l'avis de John. Cette conversation est extrêmement déplaisante pour tout le monde. Et de surcroît, elle me paraît tout à fait stérile. Je préférais que nous parlions d'autre chose. Dis-moi, Henri, j'ai honte de l'avouer, mais je meurs de faim. À quelle heure sert-on le petit déjeuner habituellement? En temps normal à 8 heures. Mais aujourd'hui, je ne te promets rien. Non, je vais m'en occuper. Oui, je sais ce que tu vas dire. Et tu auras raison. Mais elle n'est pas dans son état normal après ce qui s'est passé, forcément. Un médecin devrait être capable de maîtriser ses nerfs. Mais nous sommes tous énervés. Qu'est-ce que tu en penses, toi? De quoi? Crois-tu vraiment que Père ait été... Je suis certain que non. Les théories de ta femme sont absurdes. Ouais. Henri, je voudrais te poser une question. Je t'écoute. Tu promets de me répondre franchement? Si c'est possible. Je suis sûr que c'est possible. Si tu le veux. Pourquoi Père refusait-il de nous recevoir? C'est à lui que tu aurais dû le demander. Je l'ai fait. Que t'a-t-il répondu? Rien. Rien, il ne voulait pas me donner d'explication. C'était donc pas à moi de le Mais faire. Henri, maintenant qu'il n'est plus là... Ah, n'insiste pas, Gérald. Tu le sais, toi, hein? Elle te l'avait dit? Non, pas lui. Qui alors? Je ne me souviens pas. Allons, ne te moque pas de moi. Quoi, c'était à cause de ce qui s'est passé autrefois? Avant qu'il ne m'oblige à entrer dans l'armée? Je vois pas ce que tu veux Mais dire. si, voyons. Quand j'étais au collège. Ah, tu veux parler de ce larcin dont on t'avait accusé? Oui. Oh, je crois qu'il avait oublié depuis longtemps. Alors? C'est parce que j'ai quitté l'armée? Non. Non. Cela ne lui a pas fait plaisir, bien sûr, surtout dans ces conditions. Mais enfin, il avait passé l'éponge. Tu en es sûr? Ah, tout à fait. D'ailleurs, il l'a prouvé quand il t'a demandé de venir t'installer à Inverness avec ta femme, pour être plus près de lui. Il t'aimait beaucoup, tu sais. Oh. Je me le suis souvent demandé. Je te l'affirme. Je crois même que tu étais son préféré. Mais dans ce cas, que lui avais-je fait? Rien. Tu n'étais pas en cause.
Qui alors? Non, c'est tout ce que je peux te dire, Gérald. J'ai déjà trop Non, parlé. non, je veux savoir, Henri. Qui est en cause, si ce n'est pas moi? Carole? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? N'insiste pas, Gérald, je te le demande. Je veux la vérité. Non, tu ne sauras rien. Je veux la vérité, Henri, tu m'entends? Je veux savoir la vérité. Père ne désirait pas que tu la connaisses. C'était pas de moi que tu l'apprendras. Il n'y a que toi qui puisse me la dire. Je t'en prie, Henri. J'ai le droit de savoir. Père estimait que non. Non, c'était pas mon rôle de... Le petit déjeuner sera prêt dans 20 minutes. J'ai dit à Méré de le servir dans la salle à manger. Je crois que je vais faire comme John et monter m'habiller. J'ai horreur de traîner en robe de chambre. Vous parliez de moi? Non, pourquoi? Je croyais. Ce silence soudain quand je suis arrivée. J'ai demandé à Henri pour quelle raison Père ne voulait plus nous recevoir. Je m'en doutais. Que t'a-t-il répondu? Rien. Cela m'étonne de lui. Non, il m'a seulement dit que c'était à cause de toi. Ah. Ah, je vois, il a juste assez parlé pour que tu aies l'envie d'en savoir davantage. Cela ne m'étonne pas. C'est bien dans sa façon. Que s'est-il passé, Carole? Rien d'important. Ce n'est pas une réponse. Je veux savoir. À quoi bon? Je te jure que ce n'était rien d'important. Tu as confiance en moi? Je veux la vérité. Gérald, as-tu confiance en moi? J'exige la vérité, Carole. Tu as tort. Ça ne peut te faire que du mal. Je ne peux pas continuer à ignorer ce que tous les autres savent. Il faut que tu me le dises, Carole. C'est sans intérêt, Gérald, je te le jure. Tu vas te faire du mal inutilement. Tu ne veux pas répondre. Oh, ça ne fait rien. Je devine. Quand? Réponds, Carole. Tu veux vraiment le savoir? Oui. Je veux que tu me le dises, toi. Non. Quand est-ce arrivé? Il y a 3 ans, pendant ton voyage en Europe. Avec qui? Je ne te le dirai pas. Oh, si. Si, tu me le diras. Non. Je te jure que si. Ce serait trop facile. Ah, je comprends à présent. Tout le monde est au courant, toute Inverness sait ce qui s'est passé. Toute Inverness, mais pas moi. Non, c'est dans la tradition. Le mari est toujours le dernier à apprendre ces choses-là. Je veux son nom, tu m'as compris, Carole? Lâche-moi. Le nom de ton complice. Lâche-moi, Gérald. Tu essaies de protéger. Ah, hein. imbécile. Mais oui, c'est ça, tu essaies de protéger. Parce que ça continue entre vous. Dès que j'ai les talons tournés, tu cours le rejoindre. Ça suffit, Gérald, tais-toi. Tu me dégoûtes. Je t'en prie, ne joue pas les pudibons, le rôle te va mal. Moi aussi, je suis au courant de certaines choses. Lesquelles? Tes aventures. Et Dieu sait s'il y en a, ta secrétaire, la petite Stanmore, Jennifer et toutes les autres. Mais... comment le sais-tu? Peu importe, je le sais, ça suffit. Pourquoi m'en as-tu jamais rien dit? J'ai estimé que je n'avais pas le droit de te faire des reproches. Ah, c'est bien vrai. Une femme comme toi... Assez de grands mots, Gérald, s'il te plaît. Tu es mal placé pour me donner des leçons, mon pauvre ami. J'ai mis longtemps à découvrir qui tu étais réellement. Si je l'avais su plus tôt. Eh bien? Qu'aurais-tu fait si tu l'avais su plus tôt? Tu ne m'aurais pas épousé? Peut-être pas. Quand je t'ai connue, je me suis laissé éblouir comme une sotte que j'étais. Ce fringant capitaine que son gouvernement envoyait en mission à Washington. Tu m'as parlé de ta famille, de Brackley Hills, de tes ancêtres, de votre nom que l'on retrouvait à toutes les pages de l'histoire de l'Écosse. Oui, je me suis laissé éblouir comme une gamine. J'ai cru t'aimer. Tu as cru m'aimer? Non. Je t'aimais. Et malheureusement pour moi, je continue à t'aimer.
Je suppose que je dois prendre ça pour un compliment. Non. C'est un aveu de faiblesse de ma part, rien de plus. Te souviens-tu de ma première rencontre avec ton père, la première fois que tu m'as amené ici, 6 mois après notre mariage? J'étais très impressionnée. J'allais enfin être présentée à ce Lord Edmond dont j'avais tant entendu parler. Ton père m'a prise par le bras, il m'a emmenée dans la serre pour me montrer ses roses. En chemin, il m'a dit « Quelle drôle d'idée d'avoir épousé mon fils Gérald, une femme comme vous. » J'ai cru qu'il plaisantait, j'ai souri. Je n'ai compris que plus tard. Quoi, tu as compris quoi? À quel point il te connaissait. Il savait que tu étais un faible, que tu ne pouvais résister aux tentations. Il savait que tu avais besoin de lui. Chaque jour, à chaque instant, il te fallait quelqu'un pour te guider, pour te tenir la main. C'est pour cela qu'il t'a obligé à t'engager à 18 ans. Il pensait que l'armée ferait ton éducation, qu'elle t'empêcherait de te laisser aller à tes mauvais instincts. Bon, mes mauvais instincts, que vas-tu chercher là? Tu oublies ce qui s'est passé au collège. Oh, c'était une bêtise de jeunesse. Voler le portefeuille d'un camarade n'est pas une bêtise de jeunesse. Quant à l'armée, malheureusement, elle n'a pas réussi à t'assagir. On t'a obligé à la quitter. J'ai démissionné. Tu n'avais pas le choix. C'était cela ou le scandale. Ton père t'a aussitôt repris en main. Il a estimé que ces quelques années pendant lesquelles tu avais été officier d'administration avaient dû t'apprendre quelque chose et il t'a donné les fonds nécessaires pour que tu ouvres un cabinet d'ingénieur conseil. Il ne m'a rien donné du tout. Il m'a prêté de l'argent. Je lui ai tout rendu, jusqu'au dernier penny. Presque tout. Tu lui devais encore quelques milliers de livres lorsqu'il t'a suggéré de venir t'établir à Inverness. Sans doute estimait-il que Londres était trop loin d'ici pour qu'il puisse te surveiller efficacement. Et naturellement, tu t'es empressé d'accepter. Mais pourquoi aurais-je refusé? L'Écosse est mon pays. À Londres, tu avais des clients, un associé. Tu as tout quitté pour venir t'installer ici, sans savoir ce que tu trouverais, simplement parce que ton père t'avait demandé de te rapprocher de lui. Il me semble que les circonstances m'ont donné raison. J'ai retrouvé des clients. Des entreprises importantes ont fait appel à moi. Grâce à ton père, une fois de plus. S'il n'avait pas suggéré à certains de ses amis de te prendre comme conseil, tu en seras encore à attendre qu'un client veuille bien se présenter. Et quand il nous a fermé sa porte, tu as tout fait pour le revoir. À quelle bassesse as-tu consenti pour qu'il te fasse venir ici, ne serait-ce qu'une fois? J'aimerais le savoir. Et tout cela, bien entendu, tu l'as fait en te cachant de moi. Je te l'ai déjà dit, je craignais que cela ne te soit désagréable. J'aurais préféré l'apprendre de ta bouche plutôt que d'en être informé par tes frères. Ça suffit, Carole! Tu essaies de détourner la conversation, tu parles de moi, de mon père, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quelle question? Tu le sais très bien. Le nom de cet homme avec lequel tu m'as ridiculisé. Si quelqu'un a été ridiculisé, ça n'est pas toi. Assez, j'exige de savoir. La prise de courant de la salle de bain ne marche pas, j'ai été obligé de me servir d'un vieux rasoir à lame. Ça, je me suis coupé je ne sais combien de fois. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Tu en fais une tête, Gérald. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que ma femme a un amant. Tout simplement. Que ta femme a eu un amant. C'est la même chose. C'est très différent. Pas pour moi. Je te répète que cela n'a eu aucune importance. À tes yeux, peut-être. Et toi, John? Tu le savais, toi aussi, naturellement. Tu le savais, n'est-ce pas? Mais non. Mais si! Tout le monde est au courant, toi comme les autres. J'en ai vaguement entendu parler. Mais s'il fallait attacher de l'importance à tous les ragots... Un ragot? Mais enfin, comprends-tu qu'il s'agit de ma femme? Qui est-ce, John? Je ne sais pas. Tu mens. Non. Elle te l'a dit elle-même. Ça n'a aucune importance. C'est un accident, en quelque sorte. Mais il faut la croire, Gérald. Enfin, ne peux-tu la laisser en paix? Son nom, John, tu le connais. Non. Je crois que vous feriez mieux de lui dire la vérité, John. Vous n'osez pas. C'est lui, Gérald. Lui. Lui qui, lui? John, ton frère. Espèce de salaud! Non, mais un peu de tenue, Gérald. Enfin, je te répète que cela n'a été qu'un Vous accident. appelez ça un accident, vous? Mais parfaitement. Enfin, ni vous ni moi nous le voulions. Moi, non. Mais vous? Allons, John. Un peu de courage. Maintenant que Gérald connaît une partie de la vérité, il faut aller jusqu'au bout. Non, mais c'est elle, Gérald. Tout est de sa faute. Elle a profité de ton voyage en Europe. Pourquoi mentez-vous, John?
Votre ami Simpson, avec le tact qui le caractérise, m'a tout raconté. Ah, vous ne voulez toujours rien dire. Ah, il faut que ça soit moi qui parle. Non, Carole. Soit. Tout a commencé à son club, un samedi soir. Ton frère John et ses amis se racontaient leur bonne fortune. Entre jeunes gens de la société écossaise, cela se fait, paraît-il. Ces messieurs n'ont pas de secret les uns pour les autres. Les gens sont venus à parler de moi, ils se sont étonnés que l'on ne me connaisse aucune aventure. Inverness est une petite ville, tout se sait. Mais à mon sujet, rien. Serais-je la seule femme fidèle de la ville? Moi, une Américaine? Cela semblait incroyable. Alors ils ont décidé d'en avoir le cœur net. Tu connais la réputation de ton frère, aucune femme ne lui résiste. Il a parié que j'étais comme les autres. Non, ça n'est pas vrai. C'est vrai, il a parié. 50 guinées. Oh, Carole. 50 guinées, voilà ce que je vaux pour ton frère. 50 guinées, c'est mon prix. Tais-toi. Tu as voulu savoir, Gérald, tant pis pour toi. Je t'avais prévenu que ça te ferait mal. Un soir de la semaine suivante, il m'a invité à dîner. Ensuite, nous sommes allés danser. Il m'a parlé de toi pendant des heures. Il m'a raconté votre enfance. Il m'a fait boire toute la soirée. Carole. Puis il m'a raccompagné à la maison et nous avons encore bu. Tais-toi, Carole, pour l'amour du ciel, tais-toi. Je n'ai su ce qui s'était passé que le lendemain matin quand je l'ai vu dans notre salle de bain. Il portait l'un de tes pyjamas. Il avait gagné ses 50 guinées. Et naturellement, il s'est empressé de tout raconter à ses amis. Ton père l'a appris. Voilà. C'est tout. C'est ignoble. Ignoble. Vous me dégoûtez tous les deux. Hein? Tu sais, Vous avez fait ce qu'il fallait pour cela, non? ça va aller mieux ainsi. Crois-moi, Gérald, il était préférable que tu saches. Ça te fait plaisir, hein? À moi? Oh, tu es fou. Avoue-le, voyons. Ça te fait plaisir. Tu es jaloux, affreusement jaloux. Tu ne supportais pas de me voir marié, heureux, moi à ton frère cadet. Il a fallu que tu gâches ça aussi. Gérald, tu ne sais plus ce que tu dis. Oui, tu es jaloux à cause de Doris. Ta femme t'a abandonné, Henri. Ça n'est pas toi qui l'as quitté, c'est elle qui est partie. Parce qu'elle en avait assez de vivre avec toi. Parce qu'elle te supportait plus. Tu ne l'as jamais oublié ni pardonné. Tu en veux à tout le monde. Comme si tu n'étais pas le seul responsable. Tu ne supportes pas de voir quelqu'un heureux près de toi. Tu es aigri. Gérald, mesure tes paroles, je te prie. Tu oublies à qui tu t'adresses. Oui, c'est ça. Jouer les frères aînés, les chefs de famille. Donne des conseils, des ordres. Essaie de nous rendre tous malheureux, comme tu l'es depuis que Doris est parti. Oui, tu es aigri. Oui. Et en plus, tu as peur. Mais de quoi aurais-je peur, grand Dieu? De perdre ta place. Tu es incapable de gérer le domaine, nous le savons tous. Si Père a engagé Scader, ce n'est pas pour t'aider, mais pour t'empêcher d'accumuler les erreurs. Pour tenter de réparer toutes celles que tu as déjà commises. Dis, non. Crois-tu sincèrement que les gens qui s'occuperont de la Fondation conserveront à leur service un aussi mauvais gestionnaire? Ils garderont Kader, oui, pas toi. Encore faudrait-il qu'ils aient leur mot à dire. Nous avons décidé de ne leur donner que le manoir et une partie du parc. Pardon. Moi aussi, j'aimerais dire un mot. Nous n'avons rien décidé encore. Nous étions sur le point de le faire. C'est notre intérêt à tous. Le tien, surtout. Pour toi, tout cela s'arrange bien. Père n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour disparaître. John, qu'est-ce que cela signifie? C'est très exactement ce que tu as entendu. Pour toi, la mort de Père est providentielle. Dois-je comprendre que tu m'accuses? Tu ne t'es pas gêné pour m'accuser, moi, tout à l'heure. Tes insinuations sont méprisables. Mais je n'insinue rien, je constate, c'est tout. Tu constates, hein? J'aimerais savoir ce que tu constates. Peut-être vas-tu prétendre que j'ai caché le flacon pour que Père ne le trouve pas au moment de sa crise. Tu en serais capable. Incroyable, incroyable. Mais enfin, si quelqu'un a dissimulé ce flacon, pourquoi serait-ce forcément moi? Nous avons tous pu le faire. Toi, moi, Gérald, Carole. Ne pourriez-vous pas me laisser en dehors de vos querelles? Après ce que je viens d'apprendre, j'ai besoin d'un peu de tranquillité, de paix. Faites ce que vous voulez. Gardez le domaine pour vous deux. Si vous en avez envie, je m'en moque. Je ne veux pas un penny. Pas même l'argent que Père nous a distribué hier soir. Je vous l'ai dit, sa mort ne me rapporte rien. Quel désintéressement. Tu aurais tort de refuser ta part, Gérald. J'ai l'impression que tu vas avoir besoin d'un capital dans les mois qui viennent. L'argent ne m'intéresse pas. Maintenant, moins que jamais. Non, il y a certaines choses que l'on ne peut acheter. Faut tout de même pouvoir vivre. Maintenant que Père n'est plus là, tu risques de perdre tes clients. Je sais. Je sais.
Je ne suis pas un très bon organisateur conseil. J'ai toujours su que des gens comme Collins ne m'avaient engagé que parce qu'ils étaient ses amis. Que lorsqu'il disparaîtrait... Vous vouliez une preuve que je ne souhaitais pas sa mort. En voilà une, il me semble. Une preuve? Oh, s'il en veut. Mais peut-être avais-tu d'autres raisons de lui en vouloir? Seigneur, moi, lui en vouloir. Père était l'être que j'aimais le plus au monde. Justement. Tu l'aimais trop, sans doute. Et quelquefois, la haine et l'amour se rejoignent. C'est du roman. Et du mauvais roman, permets-moi de te le dire. J'ai toujours été très attaché à Père. Mais c'est précisément ce que je dis. Tu lui étais trop attaché. Demande à ta femme. C'est exact. Tu vois. Pourquoi tranches-tu de leur côté, Carole? Tu veux m'accabler, toi aussi? Tu ne trouves pas que j'ai eu mon compte depuis 1 heure? Je ne cherche pas à t'accabler, Gérald. Mais je suis obligée de reconnaître qu'Henri a dit vrai. Il y avait entre ton père et toi des liens que je n'ai jamais réussi à comprendre entièrement et qui m'ont quelquefois fait peur. Tu l'aimais trop, tu l'admirais trop. Tu ne voyais que par lui, tu n'entendais que par lui. Tout ce qu'il disait était paroles d'évangile. Tu te voulais son reflet, son ombre. Contre son gré, croyez-moi, ma chère. Notre père m'en a souvent parlé. L'attachement de Gérald lui paraissait excessif. Il aurait parfois souhaité que votre mari fasse preuve de plus d'indépendance vis-à-vis de lui. Tu n'avais pas le courage de te défendre contre lui, de lui tenir tête. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Quand nous étions enfants, déjà, tu jouais à l'imiter. Tu prenais sa voix pour me donner des ordres. Je crois que l'on appelle cela une fixation. Hein, Carole, vous qui êtes médecin, vous devez savoir cela. Mais je ne suis pas psychanalyste. Mais moi non plus, bien sûr, mais j'ai lu quelque chose à ce sujet. Il y a toujours eu en Gérald des forces antagonistes. L'une qui le poussait à adorer Père, l'autre qui le portait à le haïr. Mais enfin, vous êtes fous tous les trois! Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'attachement excessif, de complexe, de fixation? Vous oubliez de quoi il s'agit? Cette nuit, j'ai dormi comme une marmotte. Je n'ai pas bougé de mon lit. Dis-le leur, Carole. Tu le sais, toi. Oui, c'est vrai, Gérald ne s'est pas réveillé, il n'a rien entendu. Nous dormions tous. Ah, sauf vous, Carole. Pardon, moi je me suis réveillé. Quoi? Toi? Tu as entendu quelque chose? Oui. Quoi? Des pas. Oui, quelqu'un marchait dans le couloir. Qui était-ce? Toi, Henri. John. Enfin, comment oses-tu me... Nos chambres sont contiguës, j'ai entendu la porte de la tienne s'ouvrir, puis se refermer. Hein? C'est il y a 38 ans que je connais son grincement. C'était toi qui marchais dans le couloir. Quelle heure était-il? 3h30, 4h peut-être. Attends. Oui. Oui, je me suis réveillé vers 4 heures. J'avais soif, je suis descendu à la cuisine pour boire un verre de lait. Tiens, je croyais que tu avais pris un somnifère. Oui, mais enfin, son effet était passé. Nous sommes tous montés nous coucher vers 1h du matin. Tu connais un somnifère qui ne fasse de l'effet que si peu de temps? 2 ou 3 heures en tout? Non, tu ferais mieux d'avouer la vérité, Henri. Tu n'as pas pris de somnifère. Tu ne dormais pas. Tu as entendu Père gémir. Tu as compris qu'il avait une nouvelle crise. Tu es allé dans sa chambre avant qu'il n'ait le temps de prendre le médicament qui se trouvait sur sa table de chevet. Tu as enlevé le flacon. Tu plaisantes, j'espère. Non, je te répète qu'il était 4 heures quand je me suis réveillé. D'ailleurs, Carole a dit que Père était mort à 3 heures. Elle a dit vers 3 heures. À une demi-heure ou 1 heure près, vers 3 heures. Il pouvait aussi bien en être 4. Enfin, pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, vous entendez? Pas moi. Toi, John ou Gérald, mais pas moi, non? Tu allais tout perdre, Henri. Si Père signait ce fameux acte de transfert, s'il faisait don de Brack Hills, tu allais tout perdre. Et tu le savais. Et toi, un pauvre petit joueur de polo, incapable de gagner honnêtement sa vie, un minable qui ne pouvait même Non, pas... taisez-vous. Je ne te permets pas... Vous avez entendu, taisez-vous. Tous. Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous vous accusez les uns les autres d'avoir tué votre père. Vous vous déchirez mutuellement. Avant même que l'on ne vous pose la moindre question, chacun de vous est prêt à accabler ses frères pour se disculper. Vous êtes abjects tous les trois. Vous m'écœurez. À qui la faute? Qui a parlé de crime la première? Je n'ai rien fait de tel. J'ai seulement dit que le coroner risquait de demander une enquête. C'est la même chose, non? Ça n'a rien à voir. Je n'ai fait qu'émettre une hypothèse. En réalité, il n'y aura pas d'enquête. Pourquoi pas? Parce que je dirai ce qui s'est passé. Ce qui s'est Tu passé? le sais? Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt?
Je voulais voir jusqu'où vous seriez capable de descendre. Je ne pensais pas que vous tomberiez si bas. Carole, Oui? dis-nous ce qui s'est passé. Vers 3 heures, cette nuit, j'ai entendu un gémissement. J'ai su tout de suite que cela venait de la chambre de votre père. Tu dormais, Gérald. Et d'ailleurs, qu'aurais-tu pu faire? Je me suis levée et j'y suis allée. Il avait une crise. Il étouffait. Il ne pouvait pas parler. Je ne savais pas où se trouvait son médicament. En fait, cela n'aurait pas suffi. La crise était trop grave. J'ai toujours une trousse d'urgence dans la voiture. Je suis descendue la chercher et je lui ai fait une piqûre. Cela lui a procuré un peu de répit. Il a repris conscience. Pourquoi ne nous avez-vous pas appelés? Je voulais le faire. Je lui ai proposé de vous réveiller, vous, ses fils. Il a refusé. Il m'a demandé de rester près de lui, seul avec lui. Je crois qu'il avait très peur. Il allait mourir et il le savait. Il avait toute sa lucidité. Il m'a parlé. Que vous a-t-il dit? Des mots que je n'oublierai jamais. Il a dit: « Je me suis trompé sur votre compte, Carole. Je vous demande pardon. » Et puis? C'est tout. Quelques instants plus tard, il était mort. D'une crise d'angine de poitrine. Et il n'y a rien eu d'autre. Personne ne l'a tué. Et la tempête se calme. Il ne neige presque plus. On va bientôt pouvoir sortir. Bien, Gérald. Nous partons. Nous préviendrons le docteur Sulke en passant au village.